Bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes, résolus ou non, 2 fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. L'histoire d'aujourd'hui nous transporte en 2018 à Wiesbaden, une charmante ville située dans le centre-ouest de l'Allemagne. La protagoniste de ce récit est Susanna Maria Feldmann, une jeune fille de 14 ans à l'époque des faits. Née le 2 novembre 2003 dans la pittoresque ville de Mayence sur les rives du Rhin, Susanna a grandi dans une famille aimante. Sa mère, Diana Feldmann, avait quitté la Moldavie en 1991 avec sa famille, en quête d'une vie meilleure, et avait trouvé un nouveau foyer en Allemagne. Les amis et les proches de Susanna la voyaient comme une jolie fille calme et timide, traversant les hauts et les bas typiques de l'adolescence. L'enfance de Susanna était heureuse et joyeuse, malgré l'absence de son père dans sa vie. Sa mère, Diana, faisait tout son possible pour entourer sa fille de chaleur et d'amour, créant une atmosphère propice à son épanouissement. Lorsque Susanna avait 8 ans, Diana rencontra un homme qui devint rapidement son mari, et la famille s'agrandit avec la naissance de la sœur cadette de Susanna. Cependant, en grandissant, Susanna commença à rencontrer des difficultés. Son comportement devint de plus en plus préoccupant et rebelle. Elle se mit à sécher les cours, cherchant de nouvelles expériences et fréquentant un refuge pour réfugiés plutôt que l'école. Ce refuge, situé dans un quartier d'affaires de banlieue, devint un sanctuaire pour Susanna et ses amis, au grand désarroi de sa mère. Diana, mère aimante et attentionnée, tenta de dissuader sa fille de suivre cette voie. Elle expliqua à Susanna que ni elle ni ses amis ne pouvaient vraiment comprendre la vie des réfugiés, ni imaginer les horreurs et les souffrances qu'ils avaient endurées. Malgré cela, Diana ne s'opposait pas à l'amitié de Susanna avec des enfants migrants, se souvenant de l'importance d'enseigner la tolérance et l'amitié dès le plus jeune âge. La situation se compliqua davantage lorsque Susanna développa un fort attachement pour un garçon de 14 ans qu'elle appelait Cassé. Ce jeune réfugié vivait avec sa famille dans un refuge et le lien que Susanna entretenait avec Cassé inquiétait profondément Diana. Susanna ne parla pas à sa mère de son absentéisme scolaire. Lorsque cela fut découvert, elle expliqua à sa mère qu'elle se sentait mal à l'aise à l'école, qu'elle avait des problèmes avec 2 filles et qu'un enseignant l'appelait Dracula. Il fut convenu avec l'administration de l'école que Susanna changerait d'établissement après les vacances d'été. Le soir du 22 mai 2018, Susanna demanda à sa mère la permission de passer la nuit chez sa meilleure amie. Diana, après un moment de réflexion, donna son consentement mais rappela à Susanna qu'elle devait rentrer tôt le lendemain matin pour l'aider avec sa plus jeune sœur. Susanna promit qu'elle serait de retour au plus tard à 7 heures. Cependant, à 8h30, Diana réalisa que sa fille n'était toujours pas rentrée. Inquiète, elle envoya un message WhatsApp à Susanna, lui demandant où elle était. Quelques minutes plus tard, elle reçut des réponses étrangement courtes. « Je reviendrai plus tard » et « batterie faible ». Ces messages ne firent qu'accentuer l'anxiété de Diana, car ils ne correspondaient pas au style habituel de sa fille. À 11h30, Diana reçut un autre message. « Au revoir Wiesbaden, maintenant direction Paris avec Armando ». Confuse, Diana répondit « Mon bébé Armando ?» La réponse fut simplement « Armando ». Le message était accompagné d'une photo de la main de Susanna tenant une cigarette. Susanna n'avait jamais mentionné quelqu'un nommé Armando, et aucun de ses amis n'avait entendu parler de lui. Diana essaya de contacter sa fille, mais ses efforts furent vains. La confusion et l'anxiété l'envahirent, la poussant à contacter la police. À 21h ce soir-là, Susanna Feldmann fut officiellement déclarée disparue. La police et de nombreux bénévoles se mobilisèrent pour retrouver la jeune fille. Diana, dévastée et confuse, ne savait pas quoi faire ni où aller. Son cœur battait la chamade et ses pensées étaient en désordre.
Elle essaya de rester calme, mais c'était difficile. Elle savait qu'elle devait agir rapidement pour retrouver sa fille, mais elle ne savait pas par où commencer. Elle appela les amis de Susanna, mais personne ne l'avait vue depuis la veille. La panique commença à s'emparer de Diana. Plus de 24 heures après la disparition de Susanna, Diana reçut enfin un autre message rédigé dans un allemand incorrect. « Maman, je ne rentre pas à la maison. Je suis avec mon petit ami à Paris. Je reviendrai dans 2 ou 3 semaines ou jamais. Ne me cherchez pas. » Les détectives commencèrent leur enquête et découvrirent rapidement que Susanna n'avait passé la nuit chez aucun de ses amis. Chaque entretien confirma cette vérité troublante. Susanna avait menti à sa mère et avait passé la nuit ailleurs. Les messages cryptiques reçus par Diana poussèrent les enquêteurs à conclure que Susanna avait simplement fugué. Partant de cette hypothèse, ils ne se pressèrent pas pour la retrouver. Dans les jours qui suivirent, Diana continua de faire pression sur la police pour qu'ils fassent plus. Elle interrogea les amis de Susanna, essaya de convaincre une chaîne de télévision de parler de l'affaire et écrivit un appel désespéré sur Facebook adressé à la chancelière allemande. « Chère Madame Merkel, cette lettre est un cri de détresse. Je me sens abandonnée par l'État allemand. Ne pas savoir où se trouve votre enfant et si elle va bien est le pire sentiment qu'une mère puisse avoir. » Sachant que sa fille était amoureuse d'un garçon d'une famille de réfugiés et voyant que la police ne faisait pas de son mieux pour retrouver Susanna, Diana se rendit au refuge pour réfugiés où vivait la famille Bachar. C'était la famille de Cassé, le garçon de 14 ans dont Susanna était amoureuse. Diana parle à chaque membre de la famille, espérant trouver un indice qui la conduirait à sa fille. Les membres de la famille Bachar accueillirent Diana avec respect et sensibilité. Conscients de la gravité de la situation, ils informèrent Diana qu'ils avaient appris la disparition de Susanna par les informations télévisées. Dans leur voix calme, Diana ne détecta aucune tromperie ni suspicion. Elle remarqua que Cassé, l'un des 6 enfants de la famille Bachar, n'était pas à la maison. Mais sa mère l'assura que Susanna n'avait jamais franchi leur seuil. Diana essayait de comprendre où chercher sa fille et ce qui avait pu lui arriver. Elle distribua la photo de Susanna à tous ses voisins et connaissances, contacta tous les magasins et pharmacies locaux et mit des avis sur chaque poteau. Des bénévoles, des amis, des proches, même des inconnus se joignirent à sa recherche. Ils fouillèrent des maisons abandonnées, inspectèrent les parcs de la ville jour après jour, parcoururent la zone avec espoir. Le 3e jour, ils se rendirent au parc où Susanna aimait passer du temps avec ses amis. Ils vérifièrent chaque recoin, parcoururent chaque chemin, interrogèrent les passants, mais ne trouvèrent rien. Les bénévoles et les amis soutinrent Diana du mieux qu'ils purent, mais le temps passait sans aucun résultat. Une semaine s'était écoulée depuis le début des recherches actives, sans aucune trace ni indice de l'emplacement de Susanna. Puis, une source anonyme informa la police que Susanna était morte et enterrée à Urbanheim, près des voies ferrées. Urbanheim était le quartier de Wiesbaden où vivait la famille Bachar. La police commença immédiatement à vérifier ces informations, concentrant leurs efforts le long des lignes ferroviaires. Quelques jours plus tard, Diana reçut un message sur l'un de ses comptes de réseaux sociaux. Une personne anonyme prétendait que la famille Bachar avait soudainement quitté Wiesbaden pour Dortmund et prévoyait de quitter l'Allemagne bientôt. Pourquoi la famille Bachar avait-elle décidé de déménager précipitamment? 2 semaines après la disparition de Susanna, le 6 juin 2018, Diana Feldman reçut la pire nouvelle de sa vie. Le corps de Susanna, sa fille bien-aimée, avait été découvert dans un fossé près des voies ferrées. Le corps était négligemment couvert de terre, de feuilles et de branches, masquant à peine les signes de cruauté. Son propre sweatshirt était noué autour de son cou. Son visage et son corps étaient couverts de multiples marques d'impact, témoignant de la brutalité du coupable. Le téléphone portable de Susanna, ses autres effets personnels et même les baskets qu'elle portait le jour de sa disparition n'ont jamais été retrouvés. Tout ce qui pouvait avoir de la valeur avait été pris. La police révéla ensuite certains détails sur l'enquête.
Les enquêteurs furent informés de l'emplacement du corps de Susanna par un garçon de 13 ans issu d'une famille de réfugiés vivant dans le même refuge que la famille Bachar. La famille Bachar, composée de 8 personnes, comprenait 2 parents et 6 enfants de différents âges, y compris des adultes. Susanna était amoureuse de Kassé, 14 ans, mais le frère aîné de Kassé, Ali, âgé de 20 ans, avait attiré à plusieurs reprises l'attention de la police. En particulier, son implication dans une affaire de contact indécent avec une fille de 11 ans vivant dans le même refuge avait été mentionnée. Il n'y a aucune information sur cette affaire dans la presse allemande, mais le fait qu'Ali soit resté en liberté suggère que la police n'a pas pu rassembler suffisamment de preuves pour porter des accusations formelles contre lui. La police présenta ensuite sa version des événements menant à la mort tragique de Susanna. Le soir du 22 mai, Susanna, après avoir dit à sa mère qu'elle allait passer la nuit chez une amie, s'était en fait secrètement rendue dans un refuge pour réfugiés où elle prévoyait de rencontrer Kassé. Cependant, Kassé ne se présenta pas seul, mais en compagnie de son frère aîné Ali. Il s'avéra plus tard qu'Ali avait suivi Susanna de près pendant longtemps et avait à plusieurs reprises partagé avec des amis ses intentions de devenir intime avec elle. Diana croit que Kassé, voulant plaire à son frère aîné, a délibérément attiré Susanna au refuge. Une fois là-bas, parmi des personnes qu'elle connaissait peu, Susanna réalisa instantanément la gravité de sa situation. Une enquête plus approfondie révéla que cette nuit fatidique, Susanna avait écrit un message à son ami, implorant de l'aide. Dans ce message, elle avouait qu'elle avait peur et qu'elle se trouvait dans un refuge avec Ali et ses amis. Elle voulait partir, mais il ne la laissait pas partir. Susanna se tourna vers sa meilleure amie pour obtenir de l'aide. Son amie était la seule à connaître les problèmes de Susanna, la seule à connaître la vérité sur le désespoir de sa situation, et la seule qui aurait pu empêcher la tragédie en informant simplement ses parents de la menace croissante ou en appelant la police. Mais hélas, le destin en décida autrement. Son ami n'agit pas et permit au sombre plan d'Ali Bachar de se réaliser. Après son contact intime avec Susanna, Ali Bachar réalisa qu'il ne pouvait pas la laisser partir. Il avait peur qu'elle aille à la police, alors il l'étrangla. Il ne lui laissa aucune chance de s'échapper. Le lendemain matin, le téléphone de Susanna s'anima avec des messages de sa mère, Diana. Sans l'ombre d'un regret ou d'un doute, Bachar prit son téléphone et commença à répondre aux messages comme si c'était Susanna qui répondait. Dans son amusement morbide, il inséra même une cigarette dans les doigts sans vie de Susanna, prit une photo et l'envoya à Diana. La police n'a pas pu établir exactement où ce crime horrible a eu lieu, ni si les parents d'Ali Bachar étaient au courant des actes de leur fils. Après avoir disposé du corps de Susanna, la bravade d'Ali Bachar l'emporta sur sa prudence. Il commença à parler de son acte, ne se souciant pas de l'âge ou de la perception de son audience. Parmi son audience se trouvait un garçon de 13 ans dont les yeux et les oreilles avaient vu et entendu plus qu'il ne pouvait te contenir. C'est ce garçon qui, surmonté par la peur, informa la police de l'endroit où trouvait le corps de Susanna disparu. Au moment où la police commença à chercher Ali, il avait déjà quitté Wiesbaden avec ses parents et ses 5 frères et sœurs. Ce fait suggère que ses parents savaient ce qui était arrivé à Susanna Feldman et comprenaient qui était responsable de sa mort. De toute évidence, ce n'était pas une coïncidence s'ils avaient décidé de quitter le pays où ils avaient été logés et bénéficier d'avantages. Un autre détail surprenant a émergé au cours de l'enquête. La famille Bachar, composée de 8 personnes, était arrivée en Allemagne en octobre 2015, affirmant à la frontière qu'ils n'avaient pas de documents personnels. 8 jours après la mort de Susanna, le 1er juin 2018, la famille Bachar se rendit au consulat général d'Irak à Francfort-sur-le-Main pour obtenir des documents afin de remplacer leurs passeports irakiens invalides. Ils portaient également des cartes d'identité allemandes, mais les noms sur les documents irakiens différaient de ceux sur les cartes d'identité allemandes. Les documents irakiens révélèrent que le vrai nom du suspect était Ali Bachar Ahmedzbari. L'enquête révéla également qu'Ali Bachar avait été refusé l'asile en Allemagne en 2016, mais il avait été autorisé à rester pendant que son appel était examiné.
Même après avoir été identifié comme suspect dans l'affaire de meurtre, Bachar, avec ses parents et 5 de ses frères et sœurs, réussit à obtenir des papiers, à monter à bord d'un vol pour Istanbul et à retourner dans la région kurde du nord de l'Irak. La police allemande mit alors Ali Bachar sur une liste de recherche internationale. Le 8 juin 2018, 2 jours après la découverte du corps de Susanna Feldman, Ali Bachar fut arrêté en Irak. Ses parents affirmèrent aux autorités locales qu'ils ne savaient rien du crime, réfutant l'idée qu'ils avaient quitté l'Allemagne pour cacher leur fils à la justice. La mère d'Ali déclara qu'elle ne voulait pas que son fils soit puni dans un pays étranger. Malgré l'absence de traité d'extradition entre l'Allemagne et l'Irak, Ali Bachar fut extradé vers les autorités allemandes et renvoyé en Allemagne, où il fut inculpé pour le crime brutal contre Susanna Feldman. Au cours de l'enquête, Bachar plaida coupable uniquement d'avoir pris la vie de la jeune fille, affirmant qu'ils avaient bu de l'alcool et consommé des substances illégales ce soir-là. Il prétendit que leur interaction s'était soudainement transformée en conflit après que Susanna l'ait menacé de le dénoncer à la police. Consumé par la rage, il commit l'acte terrible. Cependant, les paroles d'Ali Bachar se révélèrent être un autre mensonge. Les experts médico-légaux examinèrent minutieusement le corps de Susanna et ne trouvèrent aucune trace d'alcool ou de substances illégales dans son système. Ce fait souligna la profondeur de la tromperie et de la cruauté avec lesquelles ce crime avait été commis. La mort de Susanna Feldman était le 3e cas très médiatisé depuis 2016. Depuis cet événement tragique, les autorités dirigées par la chancelière Merkel ont fait face à une nouvelle vague de critiques concernant leur politique de frontières ouvertes. Le plus grand journal allemand a demandé au gouvernement de présenter des excuses à la famille Feldman. Lors d'un sommet au Canada, Merkel a exprimé son choc et sa tristesse face à cette tragédie, soulignant l'importance de prendre l'intégration au sérieux et de clarifier les valeurs de la société. Diana Feldman a également renouvelé ses critiques sur le travail de la police après la disparition de Susanna en mai 2018. Elle estime que les informations qu'elle avait fournies, notamment les messages textes douteux envoyés depuis le smartphone de sa fille, n'ont pas été prises suffisamment au sérieux. Diana a déclaré avoir appelé la police jusqu'à 50 fois par jour, mais un porte-parole du département de police a nié ces allégations, affirmant que les informations avaient été traitées avec sérieux. En mars 2019, le procès d'Ali Bachar pour le meurtre de Susanna Feldman s'ouvrira devant le tribunal régional de Wiesbaden. Parallèlement, un autre procès impliquant Ali Bachar pour le viol de la fillette de 11 ans débutera également. L'avocat de la défense soutient que son client avait moins de 14 ans au moment des faits et qu'il n'est donc pas pénalement responsable. Le 10 juillet 2019, Ali Bachar a été reconnu coupable de toutes les charges et condamné à la réclusion à perpétuité en Allemagne. Cependant, la réclusion à perpétuité inclut le droit de demander une libération conditionnelle après 15 ans. Le juge Jürgen Bonk a jugé que le crime était d'une gravité exceptionnelle, ce qui signifie que Bachar ne sera pas libéré sur parole après 15 ans. Le juge a souligné que Bachar avait commis un meurtre de sang-froid sans montrer de remords ni de regret. Pendant le procès, la mère de Susanna, vêtue de noir, a éclaté en larmes en entendant les détails déchirants du crime, tandis que Bachar est resté calme. Un psychiatre a témoigné que l'accusé souffrait d'un trouble de la personnalité et était incapable d'empathie. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre récit. J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas de partager votre avis en commentaire. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci.